pour merci infiniment pour la présentation et puis merci pour l'invitation. Donc effectivement, je travaille à Lyon en maladies infectieuses. Je m'occupe beaucoup de patients qui ont des infections articulaires et nous avons à Lyon un programme qui est de développer la phagothérapie. Et donc je vais vous montrer quelle est l'utilisation clinique actuelle et quelle pourrait être l'utilisation future. Qu'est-ce qu'un bactériophage? Donc, vous savez que ce sont des virus qui n'infectent que les bactéries, qu'un phage est spécifique d'un type de bactérie et que les bactériophages sont largement abondants autour de nous, puisqu'il y a beaucoup plus de phages que de bactéries, que d'êtres humains, que de tout ce que vous voulez, et ils sont dans tout ce qui est aqueux, les eaux marines, les eaux usées, et aussi sont présents dans nos tubes digestifs. Vous savez aussi que les phages dans la nature peuvent donner un avantage à la bactérie. C'est ce qu'on appelle des phages lysogéniques. Et nous, ce dont on va s'intéresser, évidemment, c'est pas donner un avantage à la bactérie, c'est de pouvoir avoir des phages lytiques, c'est-à-dire des phages qui se multiplient à l'intérieur de la bactérie, sont capables de la détruire. Donc, on va voir qu'il faudra choisir le bon phage. Donc, tous les phages ne sont pas nos amis non plus. Un phage lytique, en se multipliant, il est capable de se reproduire et des nouveaux phages sont libérés et infectent les bactéries qui sont dans l'environnement et ça donne un processus d'auto-amplification qu'on n'a pas du tout avec les antibiotiques. Et plus qu'un simple schéma, vous voyez ici sur cette animation, un staphylocoque qui se multiplie en présence d'un phage lytique. Et lorsque le phage se multiplie à l'intérieur de la bactérie, il va la détruire, il va libérer son ADN que l'on voit en vert. Et qu'est-ce qu'on en voit? On voit une compétition entre la multiplication de la bactérie, mais aussi la multiplication de ce phage lytique. Et là, il n'y a pas du tout d'antibiotiques dans le milieu, mais vous voyez qu'au bout du compte, la population bactérienne disparaît totalement. Donc, c'est ça qu'on va chercher à avoir lorsqu'on utilisera les phages chez nos patients, c'est cette activité dite lytique, donc il faudra prouver que le phage est bien lytique lorsqu'on l'utilise. Lorsqu'on parle de thérapie phagique, évidemment, Félix Derel était précurseur à l'Institut Pasteur Paris et il a traité des infections digestives en isolant des phages chez des patients qui avaient des pathologies digestives, notamment chez ceux qui guérissaient. Et il a traité des patients avec des phages qui étaient, entre guillemets, filtrés à l'époque. Et il a créé donc un centre de bactériophages à Paris et en Géorgie avec des cocktails pour traiter des infections les plus faciles à traiter, entre guillemets, c'est-à-dire des infections digestives. Même si vous n'avez pas des phages parfaitement purifiés, ils peuvent être bu et efficaces sur la bactérie présente au niveau digestif, et des cocktails pour traiter des infections cutanées avec une application cutanée. Là aussi, on n'a pas besoin d'avoir un très haut niveau de purification. Le centre à Eliava existe toujours et dans la culture de certains pays, vous voyez que les phages par voie orale peuvent être utilisés et même commercialisés comme ça pour des thérapies pour éviter la diarrhée du voyageur, par exemple, et vous pouvez trouver ça sur Internet. Côté cutané, Émile Pesquet à Lyon traitait en fait avec des phages des patients qui avaient un certain nombre d'infections. Et il rapporte des choses importantes, c'est qu'on a besoin d'avoir un laboratoire spécialisé, du personnel dédié ou avoir un stock de bactériophages pour traiter les patients. Félix Derel a disparu et il y a eu une histoire des phages à Lyon dans les suites de Félix Derel. On est dans les années 1958-1960, donc dans le service où je travaille actuellement, où on avait déjà des problèmes de résistance aux antibiotiques, où on a mis en évidence la nécessité d'avoir des banques de phages, d'entraîner des phages pour traiter là des infections beaucoup plus invasives, où on a besoin d'avoir des phages mieux purifiés, traiter des méningites, des infections graves de la peau, des tissus mous ou des infections osteoarticulaires. Et j'ai retrouvé des archives de l'époque, donc ça, moi j'étais même interne dans ce service qui existait encore dans les années 2000, mais vous voyez que jusqu'en 1970, il y avait jusqu'à 70 patients qui étaient traités à Lyon avec cette collaboration entre ce labo, Institut Pasteur de Lyon, et la clinique des maladies infectieuses. Ces phages ont complètement disparu, vous le savez, depuis les années 70-80. Pourquoi? Parce qu'on a eu les antibiotiques
qui se sont largement développés et les antibiotiques sont stables chimiquement et c'est beaucoup plus simple de traiter un patient avec des antibiotiques qu'avec un virus qui est compliqué finalement à produire sans véritable évaluation clinique et à l'époque, ce n'était pas très engageant de traiter un patient avec un virus. Le centre Eliava existe toujours, on peut se procurer ces phages sous forme de cocktail, mais il est interdit d'utiliser en Suisse ou en France. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'on produit des phages? Vous avez beaucoup de bactéries, on les infecte avec un phage, vous avez beaucoup de phages, mais vous avez beaucoup de débris de bactéries. Et on a ces débris de bactéries dans les phages géorgiens qui ne répondent pas aux bonnes pratiques de fabrication et qui sont dangereux si on les utilise par voie invasive. Si vous les buvez, il ne se passera rien, mais si on vous les injecte, vous risquez de frissonner parce qu'il y a tous ces débris. Donc nous, à Lyon, on s'intéresse aux phages dits GMP, c'est-à-dire les bonnes pratiques de fabrication. Et il existe grosso modo 2 sociétés qui fabriquent ces phages destinés pour l'instant aux essais cliniques. C'est Ferricides Pharma en France et on a aussi Amplify qui est devenu Armata aux États-Unis. Et donc ces 2 sociétés, en France et aux États-Unis, ont obtenu un label des autorités pour faire des essais cliniques. Voici un essai clinique qui a eu lieu donc, en France, en Europe, mais aussi en Suisse, avec des phages qui ciblent une bactérie, donc Pseudomonas, et cette thérapeutique réalisée par Ferricides Pharma. Et nous avons aidé cette société à développer des phages contre les staphylocoques dorés, puisque les staphylocoques dorés sont responsables d'infections, et notamment d'infections osteoarticulaires. C'est notre thématique, nous, principale. Et en fait, le fait de pouvoir développer avec ces sociétés des phages utilisables dans un essai clinique a finalement ouvert la porte à ce qu'on appelle l'utilisation compassionnelle, c'est-à-dire une utilisation en sauvetage chez certains patients, puisqu'en France, on a le droit de demander à utiliser un médicament qui est testé dans des essais thérapeutiques, à l'utiliser pour des patients en situation d'extrême gravité. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu justifier auprès de nos autorités de santé l'utilisation de ce qu'on appelle compassionnel de ces phages, en sachant qu'on avait seulement des phages qui ciblaient 2 bactéries, soit Staphylocoque doré, soit Pseudomonas aeruginosa. Et donc, là-dedans, on intègre notre expertise de centre de référence. Donc, pour les infections osteoarticulaires complexes, c'est un système en France qui permet de concentrer les patients les plus compliqués à un endroit donné. Donc, ça fonctionne par région. Nous, à Lyon, nous nous sommes organisés pour faire de la recherche sur ce thème et ma thématique principale, qui a été saluée donc, par l'Académie française de chirurgie, est de développer des thérapies anti-infectieuses pour garder la fonction chez nos patients, pour leur permettre de pouvoir marcher et pour éviter des chirurgies délabrantes. Dans ce cadre-là, nous avons donc monté une équipe clinique pour développer les phages à Lyon, pour qu'on puisse traiter des patients, pour qu'ils puissent justement garder leur fonction. Des patients chez qui on ne peut pas enlever, par exemple, la prothèse. Je vais vous montrer un certain nombre d'exemples. Et nous avons donc intégré dans notre groupe, évidemment, toute la dimension pharmaceutique avec un pharmacien hospitalier. Alors, comment ça se passe? On sélectionne le patient en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc, ce sont des patients pour qui on n'a plus aucun espoir de guérison, pour qui il existe souvent une infection de prothèse articulaire, comme prothèse de hanche ou de genou, où c'est la Xème prothèse, la prothèse qu'on ne peut pas enlever, et où le patient reste infecté. Il faut isoler la bactérie, il faut tester les différents phages sur ces bactéries, il faut que ces phages soient actifs, donc vous voyez que c'est assez long. Ces phages sont ensuite envoyés de manière indépendante, séparée à notre pharmacien hospitalier qui doit s'organiser avec mes collègues chirurgiens pour assembler ces phages en une seule seringue. Ça s'appelle une préparation magistrale qui est faite au dernier moment. Donc ça demande de l'organisation pour que l'on donc traiter ce patient au bloc opératoire avec ce fameux cocktail de phages. Donc, je vais vous montrer maintenant un certain nombre d'exemples de patients que j'avais déjà présentés lors du séminaire Phage Suisse
Et je vais vous montrer d'autres exemples depuis. Ici, c'est un patient qui a une prothèse de genou. Vous voyez ici, sur la radiographie, c'est une grande prothèse qui monte dans le fémur, qui va aussi dans le tibia. Et ce patient, on avait changé plusieurs fois cette prothèse. Il prenait des antibiotiques de manière continue. Et malheureusement, vous voyez qu'on était dans une situation d'échec avec une purulence à l'intérieur de l'articulation et une plaie comme ceci qui s'appelle une fistule. Ça communique avec l'intérieur de l'articulation. Le patient n'arrivait plus à marcher. Il avait de grosses douleurs, les antibiotiques n'étaient pas efficaces. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Théoriquement, il faut enlever la prothèse, ce qu'on ne pouvait pas chez ce patient. Il y avait trop de risques de fracture. Ce n'était pas possible d'en remettre une. Et donc, pour le guérir de l'infection, la seule chose qu'on pouvait lui proposer, c'était éventuellement une amputation transfémorale. Mais même ça, d'un point de vue technique, c'était compliqué. C'est un patient on proposait, c'était du staphylocoque doré, finalement de garder cette infection et cette prothèse et de pouvoir le traiter par phage pour espérer euh, que les antibiotiques puissent finalement endormir cette bactérie. Et donc, nous avons réalisé un lavage chirurgical. J'ai flouté volontairement et j'ai mis en noir et blanc puisque il y a un petit peu de sang, donc c'était pour les âmes les plus sensibles. Donc, on a réalisé, donc on ouvre le genou, on réalise un lavage pour bien être sûr que c'est le staphylocoque que nous avions identifié avant la chirurgie qui est responsable de l'infection. On diminue la quantité de bactéries, on referme l'articulation et en général, on laisse des antibiotiques de manière prolongée, mais chez ce patient était déjà en récidive de cette stratégie. Donc, on a refait la même chose en insérant, en injectant des bactériophages à l'intérieur de l'articulation, en espérant que les bactériophages puissent agir sur les bactéries sous forme de biofilms qui soient présents sur cet implant pour permettre aux antibiotiques d'être efficaces. Et donc là, nous étions à 2 ans, donc le temps a coulé depuis et le patient est complètement contrôlé avec des antibiotiques alors qu'il était en échec avant. Donc là, vous comprenez, ce n'est pas pour le guérir de l'infection, c'est pour permettre aux antibiotiques de contrôler la situation, pour éviter que la bactérie se multiplie et donc pour éviter que la bactérie fasse des dégâts au niveau osseux et donne ces douleurs. Donc là, on était assez satisfait de ce signal positif. Un deuxième cas clinique, c'est une patiente plus jeune, de 62 ans, qui a un léomyosarcome, c'est un cancer des muscles au niveau de la cuisse, pour lequel elle avait été opérée, elle a reçu de la radiothérapie. Donc à ce moment-là, son fémur a été irradié. À cause de la radiothérapie, le fémur était fragile, il s'est cassé. Il a fallu donc mettre ce qu'on appelle un clou, c'est une grande tige que vous voyez donc ici, pour guérir pour qu'elle consolide de sa fracture. Donc ça, c'était un succès. Par contre, elle s'est infectée et elle a des infections qu'on appelle récidivantes à staphylocoque doré. Donc le staphylocoque est collé sur ce clou et il a fallu l'opérer plusieurs fois et mobiliser, faire un lambeau, c'est-à-dire mobiliser ses muscles pour recouvrir justement cette plaie. Cette patiente, elle a un abcès, donc elle a une collection avec du staphylocoque doré au contact de ce clou à ce niveau, mais aussi à la partie distale du clou à ce niveau. Donc on a pu faire une ponction en haut, une ponction en bas. Il a ses abcès et vous voyez que localement, c'est rouge, c'est chaud, ça coule et ça gêne la patiente, alors que cette infection a fait du chemin et a rongé tout son os. Donc théoriquement, il faudrait enlever le clou, mais si on enlève le clou dans cette condition, ça va casser, elle ne pourra plus remarcher et on n'a pas d'autre solution à proposer à cette patiente. Alors que mécaniquement, ça va bien, elle marche sans douleur, cette dame. Donc en fait, l'idée serait qu'elle puisse vivre avec ce clou infecté, mais avec un microbe endormi. Et pour endormir ce microbe, donc on a eu l'idée donc d'injecter, c'est ce que vous voyez ici, sous échographie directement dans l'abcès, un cocktail de bactériophages efficace, donc ça sous-entend isoler la bactérie, tester les phages, s'assurer qu'ils soient efficaces, les injecter, mettre des antibiotiques par voie intraveineuse initialement, puis par la bouche, antibiotiques qu'on n'arrête pas pour contrôler la situation. Donc, c'est impossible d'imaginer une guérison, mais l'objectif est ici de figer la multiplication bactérienne pour gagner du temps et éviter les complications. Et donc là, vous voyez l'aspect local.
contrôlée. Cette patiente avait déjà eu une ponction d'abcès, des antibiotiques en intraveineux et par la bouche, c'est un échec. On a refait la même chose, sauf qu'on a injecté des phages pour permettre aux antibiotiques, cette fois-ci, d'être efficaces. Et donc là, on a plus de 1 an avec une situation sous contrôle. Ensuite, le troisième cas clinique, c'est l'histoire. J'avais déjà présenté également cette histoire, mais elle est très très importante pour comprendre en fait qu'on a besoin d'une diversité de sources de phages. D'un patient de 74 ans qui a une douleur au niveau du dos. On découvre donc un abcès entre deux vertèbres. Vous voyez très très bien cet abcès. Donc, on ponctionne cet abcès avec une aiguille et on retrouve une bactérie, un Pseudomonas aeruginosa. Donc, vous vous souvenez, c'est la bactérie qui était ciblée dans l'essai thérapeutique chez le patient brûlé, qui a permis donc d'ouvrir l'accès à la phagothérapie en France. On regarde la résistance aux antibiotiques. Donc, lorsque vous avez un R, c'est que l'antibiotique est résistant. Et vous voyez que cette bactérie résiste à tous les antibiotiques présents sur Terre. Donc, nous avons testé les phages de Ferricides pharma, mais la souche était également résistante aux phages. Donc, ça arrive dans la nature d'avoir de la phagorésistance qui peut être spontanée ou qui peut être acquise sous traitement. C'est pour ça qu'en général, on associe différents bactériophages pour prévenir cette survenue de résistance. Nous avons testé également cette souche avec les phages américains d'Amplify. Elle était également phago-résistante. Alors, que faire dans cette situation du phage? Nous avons sollicité nos collègues chercheurs et nous avons trouvé des phages actifs pas très loin de Lyon, à Lausanne, dans une banque d'une centaine de phages. Notre collègue Grégory Reich a trouvé 3 phages actifs que nous avons réussi à faire purifier à l'hôpital militaire Reine-Astrid en Belgique. Le patient était dans notre service, très douloureux, avec le pouls seringue de morphine. Tout ça a pris beaucoup de temps, ça a pris 3 mois. Alors c'est court et c'est très long pour le patient. En même temps, c'est très court pour fabriquer un médicament personnalisé pour le patient, ce qui est assez exceptionnel. Et bien sûr, le patient a eu de la chirurgie. On a réussi à avoir un autre antibiotique également en autorisation temporaire d'utilisation. On a fait plusieurs séquences de traitement à ce patient, mais globalement, à 18 mois, le patient avait une évolution extrêmement favorable. Alors bien sûr, comme on met un antibiotique, une chirurgie, c'est difficile de savoir qui fait quoi, mais la situation était extrêmement complexe. On était très heureux de voir que le patient allait bien. Malheureusement, ce patient est décédé de la Covid-19, mais tout cet effort montre que c'est important finalement d'avoir des phages aussi académiques en complément des phages industriels à disposition pour traiter des patients dans des situations extrêmement compliquées. Nous avons aussi développé l'administration des bactériophages par voie intraveineuse. Je vous ai montré là des patients chez qui on injectait localement des bactériophages pour une infection de prothèse, mais certaines fois, notamment, et c'est le cas de François qui va nous expliquer ces problèmes tout à l'heure, on a besoin en fait d'injecter les bactériophages par voie intraveineuse et c'est beaucoup plus risqué, entre guillemets. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de phages absolument purifiés et de phages de qualité pharmaceutique, c'est-à-dire produits avec tout le sérieux d'un médicament, avec le minimum de risque, évidemment, pour le patient. Alors, je vous ai montré 3 exemples. Et en fait, depuis 2017, donc, nous avons traité 27 patients dans notre centre à Lyon, avec la grande majorité, vous voyez, des phages de Ferricides Pharma, donc cette société française qui est une start-up qui a fait un essai thérapeutique et qui a une place très très importante dans la phagothérapie en France. Donc on a beaucoup de chance en France d'avoir cette société et cette société ne peut pas fournir pour l'instant des phages à titre compassionnel en dehors de France et il serait précieux d'avoir dans chacun des pays finalement des sociétés qui puissent développer la phagothérapie. Il existe Phagomed en Autriche, mais ils n'ont pas encore d'essai clinique. À partir du moment où une société a un essai clinique, on peut discuter
d'utiliser ces phages à titre compassionnel, parce que si cette société arrive à l'essai clinique, c'est que il y a eu des discussions avec toutes les autorités réglementaires pour que ces phages puissent être suffisamment purifiés. Nous avons traité 3 patients avec des phages qui ont été purifiés par nos collègues en Belgique, dont ce fameux patient pour qui nous avions trouvé des phages à Lausanne, donc une personnalisation extrêmement compliquée et un circuit évidemment qu'on ne peut pas imaginer pour tous les patients. Vous voyez que sur notre expérience et du fait que nous sommes un centre de référence pour les infections articulaires, ce sont surtout des infections de prothèses que nous avons traitées. Donc vous avez en rouge sur cette carte de France le lieu géographique de vie du patient. Donc, vous voyez qu'on joue notre rôle de centre de référence pour les infections articulaires complexes. La majorité des patients traités sont des patients qui ont ce type d'infection, évidemment, parce que c'est notre expertise. Et vous voyez qu'on a eu des patients qui viennent parfois de loin. Et on a une deuxième indication émergente qui est la pathologie dont souffre François, il vous expliquera, c'est l'endocardite infectieuse avec, vous voyez, 3 patients traités qui nous ont été adressés de Rouen, de Poitiers, mais aussi du sud de la France pour être traités chez nous. Et toute cette expérience, évidemment, on n'a pas vocation à traiter toute la France. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est développer un centre d'expertise à Lyon pour concentrer les patients plus difficiles, mais aussi de faire profiter notre expérience à à des patients qui pourraient répondre à ce type de traitement. Et vous voyez qu'on a accompagné finalement des collègues à Bordeaux, mais aussi à Nice, pour traiter, selon notre expérience, des patients qui étaient pris en charge dans ces CHU. Et c'est le cas de François. Notre projet est de créer en France un centre de phagothérapie et on a des modèles pour ça. Le modèle belge avec l'hôpital militaire de Belgique qui produit des phages, mais ils n'accueillent pas beaucoup de patients, ils produisent des phages qu'ils envoient aux chirurgiens ou aux cliniciens. On a le modèle américain avec un centre qui a été financé par le gouvernement américain, mais aussi avec d'autres types de fonds pour traiter des patients. Vous voyez qu'ils ont traité 10 patients avec des injections intraveineuses, donc c'est peu et c'est beaucoup, et nous, on a notre expérience aussi par rapport à ça, et notamment l'expérience de Monsieur Peterson, qui a été traité donc, avec des phages, où on a pu voir l'acquisition de résistance aux phages, et ce cas a permis de développer la purification de phages aux États-Unis et le recours un peu plus large aux phages. Et c'est ce qu'on écrit donc, dans cet article avec mes collègues Jean-Paul Pirnet de Belgique et Grégory Reich de Suisse, finalement, que tous ces progrès doivent aboutir à la création de centres un petit peu de référence où les patients puissent être concentrés, où on puisse utiliser des phages des industriels, mais aussi des phages créés par des académiques, parce que les industriels ne peuvent pas répondre à toutes les demandes. Et j'en arrive donc à ma conclusion avant de vous expliquer la pathologie de François, c'est que nous avons donc intégré la phagothérapie comme possibilité thérapeutique de sauvetage dans les infections osseuses, c'était la première étape. Et ça, c'était possible parce qu'on est un centre expert sur ce thème et que le développement de ma recherche est de développer les thérapies anti-infectieuses pour conserver la fonction de nos patients. On a créé une équipe clinique d'expertise sur les phages, chirurgiens, microbiologistes, infectiologues, pharmaciens, la direction de l'hôpital, avec des interactions avec nos autorités de santé, donc la NSM, qui est l'équivalent de Swissmedic en France, interaction avec les industriels, évidemment, puisque c'est eux en premier lieu qui fournissent des phages de qualité pharmaceutique. C'est essentiel d'utiliser des phages de qualité pharmaceutique pour la sécurité de nos patients. Mon travail est de juger des indications les plus pertinentes pour construire des essais thérapeutiques et prouver la valeur ajoutée des phages et en parallèle continuer, si possible, d'aider évidemment nos patients qui sont dans des situations difficiles et chez qui on pense que c'est pertinent d'utiliser des phages. Donc on va parler du témoignage de François. Avant de lui laisser la parole, je vais simplement vous expliquer de quelle maladie il a. Il a ce qu'on appelle une endocardite infectieuse. Donc François, ici à Bordeaux, c'est la première fois qu'on se voit pour l'instant, mais on avait plusieurs fois communiqué ensemble et j'ai pu communiquer avec les praticiens qui l'ont pris en charge.
Donc François avait une endocardite infectieuse récidivante à Pseudomonas aeruginosa, donc cette fameuse bactérie qu'on peut cibler avec des phages en France. Donc il a une valve biologique tricuspide au niveau du cœur, un petit rappel anatomique. Il existe le cœur droit, le cœur gauche. La valve tricuspide, elle est au niveau du cœur droit. C'est une valve biologique qui a été mise en place puisque François avait déjà fait une infection à ce niveau. Et en fait, l'endocardite, c'est une infection de ces valves du cœur, donc soit sur l'endothélium, soit sur cette valve biologique. Donc ça donne la valve, donc c'est précieux pour le cœur, ça donne une lésion élémentaire qui s'appelle la végétation, qui est une image comme ça d'addition qu'on voit en échographie. Et cette végétation, en fait, est faite de ces bactéries qui vont s'agréger au niveau de la valve du cœur en faisant des caillots, mais des caillots avec la bactérie. Et c'est extrêmement dangereux parce que ces caillots peuvent partir dans la circulation, donnent des septicémies et on peut avoir jusqu'à 30% de mortalité. Donc François avait une infection qui récidivait à ce germe. Il nous a contactés, j'étais mis en lien avec mes collègues sur Bordeaux pour savoir ce qu'on pouvait faire, en sachant qu'il avait déjà été traité par des antibiotiques et le projet a été de le traiter de la même manière que ce qu'il a été traité avant, mais en rajoutant des antibiotiques, parce que François, malheureusement, était difficilement opérable avec un risque très important. Donc j'ai essayé de contribuer avec notre expérience à Lyon et avec des phages par voie intraveineuse qu'il a pu recevoir, des phages donc de qualité pharmaceutique en lien avec nos autorités de santé pour être traités. Donc voici pour ma partie et je vous laisse la parole pour la suite. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tristan, pour cette magnifique présentation. Sans les personnes qui souhaitent poser des questions, je vous prie de les garder au chaud pour pouvoir les mettre tout ensemble après la présentation de François. Et après l'introduction que l'on vient d'avoir, je ne pense pas que c'est nécessaire de rajouter beaucoup de choses. Je passe directement la parole à François pour la suite de la présentation. Alors, bonjour à tous. Je me présente, Monsieur Davio de Piolan-François, donc je suis bijoutier à Bordeaux. Donc, j'ai eu en 2013 un accident de moto avec des infections et donc il a fallu me changer la valve tricuspide. Donc, l'opération s'est bien passée en 2013, mais récemment, enfin l'année dernière, on s'est rendu compte que la valve était en train de se déléter. Et j'ai eu un accident, une chute de vélo avec une plaie qui s'est infectée. Et donc, je suis parti à l'hôpital. On s'est rendu compte donc que je faisais une nouvelle endocardite infectieuse. Et donc, j'ai été opéré le 24 décembre. L'opération s'est plutôt bien passée. On m'annonce qu'il y a une petite bactérie qui traîne, mais que ça ne va pas être grand-chose à soigner, qu'avec les antibiotiques, tout sera réglé assez rapidement. Donc, OK, on fait l'antibiothérapie, ça se passe plutôt bien, je rentre à la maison et on arrête les antibiotiques. Et à ce moment-là, j'ai de la fièvre, et surtout une infection au niveau du thorax. Donc, je repars à l'hôpital et on se rend compte qu'en fait, je suis en train de faire une infection en fait, au Pseudomonas aeruginosa et à différents staphylocoques. Donc, on décide de me réopérer en fait pour pouvoir gratter l'os et donc enlever cette infection. On m'opère, on me nettoie et en fait, il s'avère que qu'on n'arrive pas à maîtriser cette infection. Je fais différentes réactions, donc je frissonne, j'ai de nouveau de la fièvre. Et donc, je me mets à rechercher, excusez-moi, je perds mon souffle, je me mets à rechercher sur Internet les différentes solutions qu'il pourrait y avoir, puisque je fais une résistance aux antibiotiques, enfin, c'est ce qu'on me dit. Donc, je me penche sur le sujet et je découvre en fait que le Pseudomonas crée un biofilm. Donc, la solution serait les phages. Ferry. Et là, j'essaie de convaincre le corps médical de rentrer en contact avec lui
ce qui est assez compliqué, mais on finit par y arriver en fait. Et donc voilà. Donc, excusez-moi, je me perds un peu. Et, et donc, je suis traité par intraveineuse et tout se passe bien. Donc voilà. Je suis désolé, je me suis un petit peu perdu, j'ai du mal à respirer. Je n'ai pas l'habitude d'en parler. Donc voilà. Merci Excusez-moi. beaucoup. Merci beaucoup, Tristan. Et est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous souhaitez ajouter sur les difficultés qu'il y a eu pour arriver à trouver une oreille attentive à votre problème? Oui, alors ça a été assez compliqué. C'est-à-dire qu'au départ, les médecins, la plupart ne connaissaient pas, en fait, à vrai dire. Il a fallu que j'explique, en fait, ce qu'étaient les phages. Donc ça a pris quand même pas mal de temps. Et, et moi, tout en en allant faire des recherches, puisqu'au départ, je me suis dit que juste en présentant les phages, en trouvant une solution, tout se ferait automatiquement. Et en fait, je me suis rendu compte que non, le corps médical ne connaissait pas forcément les phages, ou en tout cas ne connaissait pas grand-chose, et qu'au niveau du cœur, pour eux, ça paraissait invraisemblable de traiter un cœur malade par les phages. Donc, étant donné qu'on m'a ouvert 4 fois le thorax, c'est vrai que c'était compliqué. Ils ont gratté l'os, donc c'était compliqué de me réopérer. Et comme l'infection est à l'intérieur du cœur, je ne voyais pas d'autre solution. Je me suis dit, c'est ce qu'il faudrait faire, je pense. Donc, il a fallu les convaincre. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Moi, je suis bijoutier, je ne suis pas médecin. Donc, déjà, avoir une oreille attentive, ce n'est pas facile. Mais je reconnais quand même que j'ai fini par l'avoir. Et ça, c'est vraiment très bien. Enfin, je suis content. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué. Personnellement, ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Et heureusement que je suis tombé sur les travaux du professeur Ferry, parce que c'est ce qui m'a permis d'appuyer, en fait, d'appuyer toutes mes recherches et de les convaincre, quoi. Donc, je suis vraiment content que ça aboutit vraiment. Merci. Est-ce que vous souhaitez aussi raconter comment le traitement s'est passé avec les bactériophages? Vous avez parlé d'une semaine de Oui, traitement. alors oui, ça a été une semaine en perfusion. Donc, c'était 2 bactériophages donc en perfusion pendant une demi-heure. Donc, j'ai rien ressenti, hein. J'ai pas eu de frisson, j'ai pas tout s'est très, très bien passé, en fait. Voilà, vraiment. C'était pendant une semaine, voilà, avec Mm. des antibiotiques à côté. Vu que vous êtes habitué au traitement avec les antibiotiques, est-ce que s'il y a eu des grandes différences entre un traitement antibiotique et puis un traitement avec les phages? Oui, alors en fait, avec les phages, ça a été plutôt agréable. J'ai rien ressenti, en fait. Alors que les antibiotiques, au bout d'un moment, après en avoir pris quand même pas mal, ça me rend plutôt malade. C'est-à-dire que j'ai le ventre quand même j'ai envie de vomir. Je suis vraiment pas bien avec les antibiotiques. Alors qu'avec les phages, il n'y a eu aucun problème. Tout est passé sans problème, vraiment. C'était plus agréable que l'antibiothérapie. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je crois qu'on arrive gentiment au moment où c'est le public qui a la possibilité de poser des questions. Christophe, je peux juste faire 2 petits Oui, commentaires bien sûr. et compléter. Donc déjà, il faut bien se rendre compte effectivement que toute la communauté médicale n'est pas forcément au courant qu'on peut l'utiliser dans l'endocardite. Et vous voyez, on a traité 3 cas, donc nous, l'objectif, c'est de communiquer un maximum, évidemment. Que c'est une thérapie vraiment de sauvetage, que je reçois des piles et des piles de demandes, en fait, en sachant que finalement, les patients qui sont, je pense, accessibles sont extrêmement faibles, malheureusement, parce que nous n'avons pas beaucoup de phages actifs, déjà, et ensuite, toutes les indications ne sont pas pertinentes. Je tiens à souligner que François a très, très bien toléré ces phages parce qu'ils sont purifiés et de haute qualité. Et c'est des purifications qui coûtent extrêmement cher. C'est un niveau de qualité pharmaceutique extrêmement élevé et que nous sommes très en amont. C'est-à-dire que, vous savez, un médicament est mis sur le marché quand il a démontré une supériorité dans un essai clinique. Quand l'essai clinique est en cours, on peut éventuellement
avant l'essai clinique, avoir une autorisation temporaire d'utilisation. Et là, on est même encore avant, c'est-à-dire que dans cette indication-là, on est clinique et on est vraiment dans des pathologies très exploratoires. Donc, c'est difficile, entre guillemets, d'en vouloir à mes collègues de ne pas penser à la phagothérapie. C'est aussi mon travail de pédagogue et de communiquer dans des différents congrès pour qu'on puisse ouvrir la porte à ce type de pathologie, à la phagothérapie, mais ça prend presque une génération le temps de faire tout ça. On est en train d'essayer de faire bouger les choses là-dessus. Merci pour ce complément. Une question qui me vient directement maintenant, c'est comment est-ce que quelle était la réaction de l'assurance maladie française par rapport à ce traitement expérimental? Est-ce qu'il y a une grande partie qui a été prise en charge ou bien comment est-ce que ça se passe d'habitude? Alors, quand on parle assurance maladie, là, on pense, il y a deux niveaux. Il y a l'accord finalement des autorités françaises pour qu'on puisse utiliser, et de deux, qui paye. Donc là-dessus, c'est très important d'avoir des liens étroits avec l'autorité de régulation du médicament, donc l'ANSM, et des liens étroits avec l'ANSM, avec l'industriel. Donc nous négocions, donc je fais remonter une indication potentiellement pertinente, donc d'où l'importance d'avoir une centralisation aussi des cas à l'échelle d'un pays, de ce qui est éventuellement pertinent, donc ce qu'on essaie de construire en France. Donc je fais remonter le cas en disant il me semble que ce cas est pertinent. Je propose, parce que du coup, vous avez parlé d'une semaine, François, mais en fait, c'est à nous, en tout cas moi, de proposer quel schéma thérapeutique, donc c'est aussi un petit peu empirique. Donc on fait une proposition de traitement, on dit nous sommes en impasse, et on discute avec l'ANSM et avec l'industriel de la validité du cas, en disant que oui, on est bien dans une impasse, de manière multidisciplinaire, on pense qu'on n'a pas d'autre choix. Donc à ce moment-là, il y a un oui des autorités sanitaires. L'industriel accepte qu'on teste ces phages pour voir s'ils sont actifs. S'ils sont actifs, il faut convaincre le pharmacien hospitalier, la structure qui accueille le patient de pouvoir traiter. Donc c'est plus simple chez moi parce que tout est mis en place. Donc on a fait tout ce travail aussi à Bordeaux. On a contacté les pharmaciens, contacté mes collègues infectiologues à Bordeaux qui acceptent de faire ce traitement. Et ensuite, comme on est à un stade avant les essais thérapeutiques, l'industriel accepte en France, pour l'instant, de le donner à titre gracieux, en sachant qu'en développement, si jamais ce traitement était disponible, évidemment, ça coûterait des milliers d'euros. Donc, l'industriel le donne à titre gracieux et on a une discussion avec les autorités sanitaires qui nous donnent le feu vert, finalement, de pouvoir utiliser dans des situations où on n'a pas le choix, où la santé du patient est en danger et où on pense que c'est pertinent et on pense qu'on peut avoir une réponse. François parlait à très juste titre de biofilm. Donc, c'est une colle que fabrique la bactérie sur les tissus et sur sa valve. Donc, nous, on a pu montrer à Lyon que les phages agissaient sur les bactéries en biofilm. C'est aussi pour ça que pour moi, c'était une infection pertinente, une indication pertinente. Merci pour la réponse. On a une première question de la part de Truong Tan Pham. Vous pouvez ouvrir votre caméra et le micro. Oui, vous me voyez? Vous m'entendez? Oui, c'est tout bon. Oui, c'est une question pour François. Je suis médecin à Genève et puis actuellement en mobilité chez Tristan. Donc, je suis aussi très intéressé par les phages. J'avais une question pour François. Merci beaucoup pour votre témoignage, hein, vraiment très, très intéressant. Vous nous aviez dit, si j'ai bien compris, qu'il y avait quand même un certain scepticisme au départ. Après, quand ils ont reçu les phages, comment ils étaient les gens, finalement, les médecins qui vous les ont administrés? Il y avait ils étaient moins sceptiques, plus excités, ou comment vous les avez ressentis? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu que j'arrive à convaincre les cardiologues, puisque moi j'étais dans l'hôpital vraiment de cardiologie à Bordeaux. Et, et donc, il a fallu que je les convainque que ça pouvait être un outil et une solution. Mais j'avais réussi à m'en convaincre. Mais en fait, il fallait passer par le professeur Ferry, puisque
tout se faisait dans un autre hôpital, en fait, où ils ont plutôt l'habitude d'utiliser les phages au CHU de Bordeaux. Et donc, voilà, ça s'est fait dans un autre hôpital. Donc, eux étaient déjà convaincus de la phagothérapie. Il n'y a pas eu voilà, il n'y a pas eu de problème avec ça, en fait. Mais pour l'instant, je n'ai pas revu les cardiologues qu'il a fallu que je convainque pour la phagothérapie. J'attends en fait les résultats. En fin de mois, on doit me faire une ETO, donc pour savoir vraiment où on en est au niveau des végétations. Et à ce moment-là, oui, je pense que là, ils seront définitivement convaincus. Voilà. Merci. Ce que j'espère. Nous allons passer avec une question de AISA ONG Pôle Santé et ensuite on partira vers Jonas. Oui, bonsoir tout le monde. Merci pour cette intervention. Moi, j'ai connu donc les phages en 2013, justement avec l'équipe belge de l'hôpital de la Reine Astrid. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'obstacles à utiliser les phages. Et donc, ma question, c'est est-ce que cet épisode donc, de la mise en place du vaccin à Rennes contre le Covid, qui disons-le, c'est exceptionnel de mettre en place, donc, de diffuser, d'utiliser le vaccin à utilisation très large, alors que le vaccin n'a pas fini son expérimentation, ses tests thérapeutiques. Est-ce que ça ne peut pas être une opportunité pour la phagothérapie de s'imposer et d'être utilisée comme, je veux dire, de brûler les étapes quelque part et de casser les obstacles? Merci. Merci pour cette question. C'est vrai qu'on a vécu un saut technologique avec ces vaccins qui sont franchement extraordinaires. Alors, ce n'est pas la même technologie. Ce que souhaite avant tout un médecin, s'il est un peu sceptique au début, c'est pas de faire de mal aux patients. Je pense qu'on peut non pas sauter des étapes, mais on a les moyens maintenant technologiques de pouvoir purifier correctement les phages, parce que si François n'a rien senti, c'est surtout parce que ces phages sont extrêmement purifiés, et à ce moment-là, ils n'ont pas de conséquences, pas d'effets indésirables. On a les moyens technologiques maintenant d'aller plus loin. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, je ne pense pas que le vaccin ARN va permettre d'aller plus loin sur les phages. Par contre, la vague Covid qu'on a eue va permettre de prendre conscience d'une deuxième vague, qui est la vague de l'antibiorésistance, qui est une vague colossale. Hein. C'est un tsunami en fait qui est déjà parti, on est déjà dessus. Et la vitesse lente, mais des bactéries multirésistantes, on en a beaucoup plus qu'avant. Et pour faire face à cette vague, les phages, c'est une partie de la réponse. Et je pense qu'on va profiter de l'expérience Covid aussi pour répondre aussi à la vague de la résistance aux antibiotiques. Merci pour cette réponse complète. Jonas, je te donne la parole. Oui, merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment très intéressante et j'aimerais aussi remercier François pour son témoignage. C'est important d'avoir aussi le ressenti et d'expériences positives de patients. C'est vraiment très, très encourageant de voir ces exemples positifs, mais j'aimerais savoir si malheureusement vous avez aussi eu des expériences moins heureuses. Et si c'est le cas, est-ce que vous avez pu en retirer des enseignements? J'espère pas nécessairement des échecs, mais par exemple des réactions immunitaires aux phages ou bien un choc dû à la libération massive d'endotoxines, ou si ce genre de choses est arrivé, si c'est quelque chose auquel vous avez dû faire face. Merci infiniment pour cette question, effectivement, qui est très importante, parce qu'en fait, il faut bien comprendre, c'est que les phages, ce n'est pas de la magie. On a un petit mythe sur la phagothérapie parce qu'il s'est passé plein de choses dans le passé. On ne comprend pas pourquoi ce n'est pas généralisé. Les phages ont mais ils ont aussi des histophages. On a eu des échecs, on a eu des frissons. Donc, pour vous donner des exemples, on voit des échecs si finalement tout l'environnement, si on traite finalement des patients avec des infections compliquées, qu'avec des phages sans antibio, par exemple, parce que la bactérie peut avoir des mécanismes de résistance aux phages. Et le mécanisme de résistance aux phages se fait d'autant plus qu'on utilise un phage seul et non pas un cocktail de phages. Je fais très rapidement tout à l'heure
la diapositive du cas américain, où c'était une bactérie multirésistante. Et on voit très bien sous traitement l'acquisition de résistance aux phages. Et en fait, ils ont petit à petit réisolé la bactérie pour réentraîner un phage. Donc la résistance aux phages, ça arrive, les échecs, ça arrive, et on peut encore réentraîner le phage pour finir par guérir le patient, mais parfois on n'y arrive pas. Et on a vu aussi chez des patients chez qui on a utilisé des phages qui n'étaient pas des phages de Ferricides pharma, des phages qui avaient un niveau de purification un peu moindre, parce que purifiés de manière peut-être moins, parce que moins, non pas rigoureuse, mais en tout cas avec une qualité moindre, parce que ce niveau de purification il dépend de chacun des lots. Un niveau d'antoxine, et vous injectez les phages par voie intraveineuse, vous faites frissonner le patient. Et il y a des risques aussi d'immunisation. Le risque d'immunisation, c'est que le patient développe des anticorps contre les phages. On n'a pas l'impression qu'il y ait des maladies associées à ça, mais ça peut rendre le phage inefficace. Et on est tous plus ou moins exposés aux phages dans notre environnement. Et on peut avoir certains patients qui, avant de recevoir des phages, ont déjà des anticorps contre les phages. Et on peut avoir, pour l'instant, on n'a pas eu le cas, mais on pourrait imaginer qu'on traite un patient qui a en fait déjà des anticorps, et en fait les phages sont tout de suite captés par les anticorps, et en fait ils n'ont pas du tout d'efficacité. Donc oui, tout ce que vous soulevez, c'est vrai, et en fait les phages, c'est pas de la magie, il faut avancer pas à pas, avec toutes ces précautions, parce que les échecs sont possibles, l'acquisition de résistance est possible, et toutes les maladies infectieuses bactériennes ne sont pas traitables par des phages. Merci pour la réponse très complète. Merci pour la réponse qui, pour moi, me soulève une autre question. La réponse immunitaire par rapport aux phages, est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique à un phage en particulier ou est-ce qu'il peut y avoir des réactions croisées entre différents phages et puis de différents producteurs de différentes origines chez un même patient? Eh ben, on ne sait pas bien ça, et on ne sait pas bien, et c'est pour ça que nous, on souhaite faire financer. Alors du coup, nous nous sommes accompagnés par la Fondation Hospice Civil de Lyon pour créer en fait des études de cohorte, parce que tous les patients qu'on traite, il faut tirer des expériences. Et l'expérience, on tire en analysant, et ce qu'on souhaite, c'est développer avec la Fondation HCL qui nous aide beaucoup, toute l'expérience de phagothérapie et faire des cohortes de patients chez qui on prélève le sang avant et après pour savoir, en fait, pour répondre à ces questions. Quel est le pourcentage d'immunisation? Est-ce que c'est des immunisations croisées? Est-ce que les patients sont immunisés d'emblée? Est-ce que si finalement on a des effets indésirables, parce que ça peut arriver, à quoi on attribue ces effets indésirables? Est-ce que c'est finalement la réponse immune du patient? Donc c'est pour ça où nous on milite aussi pour qu'on puisse aider les hôpitaux, et notamment nous on a un projet à la Fondation Hospice de Lyon qui nous aide encore une fois beaucoup, où des mécènes peuvent nous aider, mais aussi des particuliers peuvent faire des dons. Je fais ma pub au passage, pour qu'on puisse en fait mieux comprendre que tous les cas traités, qu'on puisse finalement faire des collections biologiques pour mieux comprendre tout ce qui se passe. Donc je ne peux pas répondre à ta question, Christophe, mais c'est évidemment extrêmement pertinent, puisque François, vous avez sans doute acquis une immunité par rapport à ces phages-là, et ce serait intéressant de le savoir pour vous, mais aussi possiblement pour d'autres patients. Avant qu'on passe à la deuxième question de AISA, ONG Pôle Santé, je donne encore juste la parole aux personnes qui ne parlent pas français. I give also the opportunity for the non-French speaking person to also ask questions. We will be able to translate them to give you the information. Ich gebe auch noch das Wort an die deutsch sprechenden Leute, sodass ihr dann auch die Möglichkeit habt, die Fragen zu stellen. Die werden wir dann übersetzen, sodass ihr die Antwort und die Frage am besten bekommt. Et je passe directement la parole à AISA, ONG Pôle Santé. Oui, merci. Oui, vous avez parlé que tsunami de l'antibiorésistance qui peut-être va encourager, donc accélérer la mise en place de la phagothérapie. Et je rajouterai aussi les dernières découvertes concernant l'importance du microbiote intestinal qui lui, n'est pas épargné par toutes les antibiotiques qu'on prend. Donc, je pense que là aussi, c'est peut-être quelque chose qui va nous aider à accélérer la mise en place de la phagothérapie.
Merci. Oui, absolument. Dans le microbiote intestinal, on a plein de bactéries, mais on a déjà plein de phages. Contrairement aux antibiotiques, les phages étant extrêmement spécifiques, ils ont moins d'impact sur la flore intestinale. Et ensuite, avec les phages, on a d'autres projets. Évidemment, si vous avez une infection digestive, on pourrait cibler avec des phages. Et si vous êtes même colonisé au niveau digestif avec des bactéries résistantes, on pourrait imaginer à terme que les phages puissent être utiles pour décoloniser ces patients. Merci pour ce commentaire. Et je passe la parole à Fabien Labroussa. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Alors, c'était justement pour revenir sur donc la question précédente qui était au sujet de la résistance des phages et de cette sorte de coévolution, de course à l'armement entre les phages et les bactéries qui les hébergent. Donc, il y a une première partie, c'est pour Tristan Ferry. On lit dans la littérature que une des stratégies pour faire évoluer ces phages, c'est d'utiliser des techniques de biologie moléculaire ou de reconstruire ces phages de manière synthétique ou justement d'éliminer des gènes de virulence ou des facteurs qui justement entrent dans cette résistance. Donc, est-ce que ces essais qui sont au stade de recherche peut-être fondamentale sont des questions ou des sujets qui sont arrivés voilà, au cours de discussions pour le traitement de patients ou au moins des sujets qui ont été évoqués. Et peut-être une deuxième question pour François, c'est est-ce que si on lui avait proposé des phages, donc des OGM, est-ce que sa réaction vis-à-vis de ces phages aurait été différente voilà, en comparaison avec les phages naturels qu'il a reçus? Merci pour cette question. Donc, effectivement, soit on utilise des phages entre guillemets naturels que l'industriel amplifie et purifie, industriel ou académique d'ailleurs, soit en fait il y a des industriels qui jouent la carte du phage génétiquement modifié. Alors, en développement, c'est plus coûteux pour eux. C'est un phage qu'ils espèrent universel sur une espèce donnée. C'est un OGM, c'est un organisme génétiquement modifié, mais on perd le côté finalement évolutif potentiel, c'est-à-dire que ça se trouve dans 5 ans, dans 10 ans, il sera plus efficace, ce phage génétiquement modifié. Et nous, ce qu'on défend, c'est un modèle en fait des hôpitaux qui puissent développer une production de phages en parallèle des industriels et que les hôpitaux puissent avoir des banques de phages et faire coévoluer finalement ces phages avec les bactéries qu'on isole nous dans les hôpitaux tous les jours pour pouvoir ponctuellement purifier ceux qui sont de plus grand intérêt. Donc en fait, vous voyez les différents modèles et je pense que tous les modèles ont leur carte à jouer. Je laisse François répondre à la question sur les phages OGM. Bonjour. Bon, alors en ce qui concerne les phages OGM, je ne suis pas trop pour, mais vu la situation dans laquelle j'étais, à vrai dire, j'étais prêt à commander des phages moins bien purifiés, dans le pire des cas, mais c'est vrai que ça m'enchantait déjà pas vraiment, donc les phages OGM non plus. Voilà, mais vu que j'avais pas d'autre solution, je pense que je les aurais quand même acceptés, même si je suis pas pour. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci pour ces réactions, ces compléments et puis ce point de vue très intéressant. Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui souhaite participer à la discussion? Will jemand noch das Wort ergreifen, bevor wir zum Schluss kommen? Does someone want to say something or ask any question to Tristan Ferry or to François?
We don't have raising hands, we only have clapping hands. Nous n'avons pas de mains qui se lèvent, mais par contre des applaudissements qui arrivent. Je vous remercie sincèrement, vous deux, Tristan Ferry et François, pour votre participation, pour cette vue globale des projets qui sont en train de se passer maintenant à Lyon avec les infections intra-articulaires et puis ensuite aussi avec l'expérience sur l'endocardite. Je vous remercie sincèrement pour votre engagement pour les phages. En préparation de ce webinaire, c'était un plaisir d'être en contact avec vous, de voir votre réactivité et puis votre énergie que vous mettez dans la promotion des bactériophages. Je vous remercie sincèrement pour tout. Et je remercie également les participants nombreux à ce webinaire. C'était quelque chose de nouveau pour nous de faire un webinaire dans une seule langue, uniquement en français. On se réjouit d'avoir vos retours, que ce soit par mail, par chat ou alors directement en contact avec un membre du comité. C'était un plaisir de l'organiser. J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir bientôt pour le webinaire de décembre. Le sujet n'a pas encore été fixé, mais je me réjouis de vous le communiquer directement par newsletter à l'adresse que vous avez donnée pour l'inscription. Je vous remercie sincèrement à toutes et à tous pour votre participation et au plaisir de vous revoir bientôt. Merci infiniment. Au revoir François, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.